Donc voilà, donc moi je vais vous parler cet après-midi de la SEO Answerbox. Donc c'est vraiment une méthode inédite. Je travaille dessus depuis plus de 6 mois et je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Je me présente très rapidement, donc je m'appelle Vincent Terradi, je suis directeur produit au sein d'OnCrawl et aussi à côté j'ai une casquette de formateur en data science où j'essaie de vulgariser au maximum pour rendre accessible tous les sujets autour de la data science. Je travaille pour une société qui s'appelle OnCrawl, qui est maintenant très très connue. Donc on a fait le buzz il n'y a pas longtemps avec le rachat par une société américaine du nom de BrightEdge. Donc OnCrawl, je vais aller vite, c'est à la fois une plateforme de SEO technique et data. Et moi, je m'occupe surtout de la partie Genius. Donc on a 3 use cases qui sont autour de la génération de texte, un générateur de maillage interne et la détection de facteurs de ranking. Donc j'avais déjà fait des conférences pour parler du SEO prédictif et du SEO prescriptif. Donc vous pouvez très facilement retrouver sur YouTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un tout nouveau sujet autour de la génération de code. Chacune de mes conférences, en fait, j'adore démarrer sur un livre. Alors, ce livre-là, je pense qu'il n'est pas très connu parce qu'il est très orienté data. Alors là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai le Covid, donc je suis pas chez OnCrawl, je suis isolé. Mais l'avantage, c'est que comme je suis chez moi, j'ai le livre. Et ce livre-là, c'est la Bible de la donnée. Ça veut dire que sur ce livre-là, sur chaque page, vous avez une représentation extraordinaire autour des données. Ça peut être sur l'histoire, ça peut être sur le nucléaire, ça peut être sur le PIB des pays. Et à chaque fois, c'est raconté avec des graphiques incroyables, extraordinaires. Donc là, comme j'ai le fond virtuel, si je vous l'ouvre, ça fait un peu effet météo, ça fait le livre invisible. Mais je vous invite vraiment à le lire. Et je me suis toujours dit, pour faire ce type de graphe, vous pouvez prendre Power BI, vous pouvez prendre les meilleurs outils de DataVis comme Tableau Software, c'est impossible. Si vous voulez avoir ce type de qualité dans les graphes, on parle de solutions sur mesure et il faut savoir programmer. Et ce livre-là, il date de 2014 et depuis 2014, je me dis ça serait bien d'avoir une solution où avec des instructions, en disant ce qu'on veut, le code est généré et exécuté et on a directement le graphe. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc le sommaire, il est très complet. Ça veut dire on va partir d'une société très connue qui l'a fait, c'est Google, ils l'ont appelé la Google Answerbox. Donc on va partir de là. Après, je vais vous raconter comment on crée le meilleur SEO dashboard possible, parce que c'est bien d'avoir des outils, d'utiliser des instructions, mais il faut savoir comment on raconte les dashboards, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, et vous présenter 2 technologies qui permettent de le faire, qui sont GPT-3 Codex et Streamlit. Il en existe d'autres, mais c'est clairement les technologies qui marchent le mieux à l'heure actuelle pour faire ce type de graphe. Et après, si j'ai le temps, on va faire un maximum d'exemples en live. Et voilà, je pense qu'on pourra aller très 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 loin sur le live. Et on terminera. Donc après, je repartagerai mes slides pour discuter du futur. Alors, la Google Answerbox, elle est présente dans GAV4. Donc un GAV4 qui, à partir de juillet 2023, beaucoup de monde sera un peu contraint de l'utiliser. Et cette Answerbox de Google, elle fait des choses vraiment géniales. C'est-à-dire que, en gros, vous avez un moteur en haut, vous lui disiez, bah voilà, moi je veux avoir de l'aide sur comment je trouve telle configuration. Il est capable de vous répondre. Vous pouvez lui dire, bah moi je voudrais tel dashboard. Il est capable de vous répondre. Et Google a été encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire, ils ont introduit du NLP à l'intérieur et vous pouvez lui poser une question. C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir un graphe pour voir telle tendance. Et pareil, il va vous créer automatiquement la vue avec les données. Et ça, c'est très, très intéressant. Alors, concrètement, comment ça se passe? Donc, en haut de GAV4, si vous avez configuré un compte, vous voyez, ici, il vous propose les rapports que vous avez vus récemment. Mais ce qui est assez génial, c'est que vous pouvez lui poser des questions. Ça veut dire comment créer un rapport, mais là, vous pouvez lui dire, je veux voir les tendances des utilisateurs aux États-Unis. Et automatiquement, la vue, elle va se créer. Donc, vous imaginez un peu le gain de temps. Il n'y a pas besoin de chercher dans GA où c'est, et on peut aussi le personnaliser. Vous pouvez dire,
là, par défaut, ça va être sur le dernier mois, mais vous pouvez spécifier la période ou spécifier plusieurs pays. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est génial. Par contre, maintenant, va falloir réussir à le refaire, quel que soit l'outil et quel que soit le type de données. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Alors, avant de partir directement sur les graphes, moi, je voulais vous donner les best practices du très, très bon SEO dashboard. Donc, ça s'applique à tout. Et c'est vrai que dans les entretiens de recrutement, moi, quelqu'un qui me raconte cette histoire-là, les data analysts, je les recrute directement. Les règles, elles sont super simples. Pour construire le meilleur SEO dashboard, donc ça pourrait s'appliquer aussi à d'autres domaines, faut toujours se dire garder des graphes simples et spécifiques. Et la règle d'or, c'est trop d'infos tue l'info. Donc, quand on se retrouve avec 50 graphes qui racontent 50 choses différentes, c'est complètement indigeste. Il vaut mieux essayer de simplifier, utiliser des onglets que tout afficher au même endroit. Ensuite, la deuxième règle d'or, c'est utiliser des données mesurables. Et souvent, il y a des gens utilisent des choses où, en fait, c'est des graphes où on peut tirer absolument aucune conclusion. Parce qu'il n'y a pas d'unité de mesure ou des fois même des unités de mesure tronquées. Ça, c'est un peu une erreur qu'on voit très, très régulièrement. Après, se concentrer sur des paramètres réalisables. Ça veut dire que chaque graphe, par exemple, OVH, on regardait beaucoup les taux de conversion. On savait qu'on pouvait avoir un impact sur les taux de conversion. Si vous créez un graphe et, je ne sais pas moi, sur la météo, bon, bah, vous n'aurez pas d'impact sur la météo. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant de regarder la météo? Alors, attention, dans certains business, ça peut être très intéressant. Mais il faut que c'est des impacts directs sur votre business. Après, ça, c'est sûrement le plus important, c'est avoir des résumés pertinents. C'est-à-dire que quand vous allez concevoir des graphes de plus en plus complexes, il faut être capable de comprendre à quoi sert le graphe en moins de 3 secondes. Si quelqu'un passe plus de 5 secondes pour essayer de comprendre à quoi sert un graphe ou comprendre comment on raconte l'histoire et à quoi ça sert, clairement, il y a une erreur dans votre graphe. Il est devenu trop complexe. Et c'est là où c'est génial avec le livre que je vous ai cité en préambule. Vous verrez chacun des graphes, dès que vous l'avez sous les yeux, vous le comprenez immédiatement. Et enfin, suivre des données temporelles. Donc ça, c'est un basique, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance, quand on crée des graphes, à comparer les mois, les mois avec le mois de l'année précédente, les années, les trimestres, etc. Et si vous respectez voilà, ces best practices, vous allez vraiment pouvoir mettre en place des SEO dashboards très, très poussés. Et c'est bien, c'est que dans la communauté, notamment sur Data Studio, il y a d'excellents travaux qui ont été réalisés et qui sont gratuits. Donc maintenant qu'on a défini le SEO dashboard, on va s'intéresser aux technologies voilà, qui vont nous aider à générer du code pour afficher ces graphes. La première technologie, donc j'ai souvent parlé de GPT-3, et il faut savoir qu'il y a un petit frère qui est sorti qui s'appelle GPT-3 Codex. Alors, juste un petit préambule, GPT-3, le grand frère, voilà, que je parle dans pas mal de conférences, il était déjà capable de générer du code, mais il n'était pas assez qualitatif. Donc, ils ont préféré réentraîner un modèle qu'ils ont appelé GPT-3 Codex, toujours en hommage à Da Vinci. J'aime bien revenir sur pourquoi ils ont créé GPT-3 Codex. Et là-dessus, vous avez Greg Brockman, qui est un des fondateurs et surtout le CTO d'OpenAI, qui dit les choses suivantes. Alors, je n'ai pas voulu dénaturer son propos, je l'ai laissé en anglais. Je vais vous faire la traduction. Il dit que dans la programmation, en fait, il y a deux grandes parties. Il y a une partie qui consiste à se casser la tête pour trouver l'algorithme qui va résoudre un problème. Mais il dit aussi qu'il y a une autre partie de la programmation et c'est tout simplement l'utilisation de librairies, de modules déjà conçus, parce qu'en informatique, vous le savez tous, on n'a pas envie de réinventer la roue. Et souvent, quand on a un problème, il y a souvent au moins 80% qui a déjà été pensé et solutionné. Et ce qu'il nous dit, c'est que GPT-3 est très très bon pour la seconde partie. Et il est capable de faire gagner
énormément de temps. Donc, moi, par exemple, je sais programmer en R et en Python. J'utilise régulièrement GPT-3 Codex parce que ça évite de chercher sur GitHub, sur Stack Overflow, etc. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc là, vous voyez déjà l'utilisation. Ce n'est pas un outil magique qui va résoudre tous les problèmes que vous avez en programmation. Par contre, c'est un outil qui a appris, on va voir après comment il a appris, mais qui a appris beaucoup de choses et qui est capable de le retranscrire en un temps record. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'il n'y a pas que GPT-3 Codex. Il existe d'autres solutions. Donc, il existe notamment AlphaCode de DeepMind. Donc ça, c'est des choses très récentes. Et il faut savoir que DeepMind, eux, ils ont testé donc leur générateur de code sur un concours très connu qui s'appelle le Codeforce Programming. Et grosso modo, ce qu'ils nous disent là en anglais, c'est que sur 5000 participants, voilà, l'IA a été capable, et encore, on est bien d'accord, c'est des participants chevronnés, l'IA a fait mieux que plus de 2500 participants. Donc, grosso modo, vous voyez, des problèmes de plus en plus complexes à résoudre. Et une fois qu'on sait ça, on comprend l'intérêt du GPT-3 Codex. C'est pour nous aider sur des problèmes simples à trouver rapidement des solutions. Alors, si on fait un petit zoom sur GPT-3 Codex, donc c'est une technologie très récente qui a été créée en août 2021. Donc, les accès sont encore en bêta, mais je vais vous donner une solution pour avoir accès très rapidement à ces technologies. Là-dessus, comme GPT-3, on est sur un réseau de neurones sophistiqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est capable d'auto-apprendre, c'est-à-dire de se créer ses propres exemples, son propre code source pour apprendre du code source autogénéré. Derrière, il n'y a pas une magie. L'IA ne fait que imiter. Donc, ils ont pris plusieurs centaines de millions de dépôts qu'il y avait sur GitHub. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, GitHub, c'est le réseau social des développeurs qui permet de partager des codes sources dans de nombreux langages. Et ils ont entraîné l'IA sur tous ces codes sources jusqu'à atteindre une qualité suffisante et notamment une qualité qui était supérieure à ce que savait faire GPT-3. Quelque chose qui est pas très connu, c'est que souvent on monte du Python, mais GPT-3 Codex est capable de générer des codes en Go, en JavaScript, en Perl, etc., etc. Et c'est hyper intéressant. Et vous avez notamment des fonctionnalités de transposition. C'est-à-dire qu'on est capable de lui donner un code en Python, lui dire, vas-y, réécris-moi le tout en PHP ou en Go. Et là, il est très, très fort, en fait, pour être capable de réécrire. Alors attention, avec les limites, il n'est pas capable de tenir compte de tout l'existant de votre code source. Donc, on va être vraiment sur un aspect très fonctionnel et il ne faut surtout pas voir GPT-3 Codex comme quelque chose qui va remplacer les développeurs. C'est plutôt quelque chose qui est là pour les aider à développer plus vite. Enfin, ça, c'est un petit détail, mais qui est extrêmement important. Si on regarde GPT-3, il y a 175 milliards de paramètres. C'est un peu tous les concepts qu'il a pu apprendre. Et quand on regarde GPT-3 Codex, il n'y en a que 12 milliards de paramètres. Et la différence est énorme, hein, elle est plus de x10. Et en fait, ils se sont rendus compte que augmenter le nombre de paramètres n'apportait strictement rien au modèle. C'est-à-dire que les gains en performance étaient très très faibles et qu'au contraire, dans ce domaine qui est le langage informatique, on était vite dans du surapprentissage et la machine, si elle apprend trop de choses, après elle se contente de recracher du copier-coller. Et c'est pour ça qu'ils se sont arrêtés à 12 milliards de paramètres, parce que ça donnait des très très bons résultats à ce niveau-là. Donc on fera les démos juste après. Donc là, OK, on a la techno assez poussée qui sait générer du code. Donc moi j'ai préféré, on va générer du Python ensemble et après on va essayer de le simplifier. Et pour le simplifier, l'idéal, ce serait d'avoir une interface et de pas du tout voir cette couche de Python. Et pour cela, il existe une autre techno. C'est ce qu'on va mettre devant, c'est cette web app, cette interface graphique.
Et pour ça, moi, ce que je recommande vivement, c'est Streamlit. Alors, pour ceux qui m'ont suivi dans des formations précédentes, avant, j'étais plutôt sur Gradio, mais maintenant, vous allez comprendre pourquoi mon choix s'oriente vers Streamlit. Streamlit, c'est génial, c'est que c'est déjà en quelques lignes de Python, vous allez avoir une interface graphique fonctionnelle. Encore une fois, vous allez le voir dans les démos. Et justement, GPT-3 Codex, c'est générer du Python. Donc, l'idée, c'est de demander à GPT-3 Codex de nous générer les apps de Streamlit. Et ça fait que ce que je vais vous montrer après, ça a été en fait auto-créé. J'ai créé des web apps avec le GPT-3 Codex. Et là-dessus, peut-être insister sur Streamlit. Donc, comme je l'ai dit, c'est du Python et c'est vraiment en open source. Alors, Streamlit, ils ont aussi une très très belle histoire. Pour info, ils viennent d'être achetés par Snowflake pour 800 millions de dollars. Et donc maintenant, ils sont complètement intégrés au produit Snowflake. Pourquoi ils ont été rachetés? Parce que clairement, j'aime bien utiliser ce mot-là, mais c'est des superbes applications web. Tout est personnalisable, tout est customisable, et ça se fait de façon très rapide, et tout est parfaitement documenté. Avec moi, je travaille beaucoup avec Charlie Warnier, alias DataChass, notamment sur cette partie-là. On a créé une formation dédiée sur le sujet ensemble, mais il y a aucune limite. À chaque fois, je me disais, est-ce que ce composant-là, il existe? À chaque fois, il y a eu des solutions qu'on a trouvées sur le forum de Streamlit. Et en fait, si vous allez sur la communauté de Streamlit, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de composants prêts à l'emploi. Alors, il y a des composants un peu officiels qui permettent, par exemple, de gérer des cookies, de gérer des utilisateurs. Mais il y en a qui ont été très, très loin à créer des composants où vous pouvez même gérer un système de paiement. Et ça vous fait gagner du temps parce que ça vous évite de le recoder. En plus, le GPT-3 Codex, il l'a appris en allant sur le GitHub de Streamlit et il est capable de vous générer. Donc, en fait, avec une instruction, vous pouvez faire des applications extrêmement avancées. Et donc, le dernier point, la communauté très, très active. Ça veut dire que si on découvre un bug, etc., ou si vous avez la moindre question, honnêtement, dans l'heure, vous avez votre réponse. Et ça, c'est relativement appréciable quand on bosse sur des technologies de ce type. Donc là, on a vu les technos, et maintenant, on va descendre dans les exemples. Et je vais vous montrer des exemples théoriques, et après, on va passer sur des exemples SEO. Donc, les exemples, on va essayer d'avoir deux approches très différentes. Je vais d'abord vous montrer une approche semi-automatique, ça veut dire OpenAI donne quelques outils en fait de génération de code, et là vous allez voir le code Python. Et après, on va basculer sur le dernier exemple, et là c'est ce que j'appelle le full automatique. Donc il n'y avait pas de wording, donc je l'ai un peu inventé. Et le full automatique, c'est que là vous allez voir que des instructions. Le code Python disparaît complètement, et c'est vous qui allez demander de quoi vous avez besoin. Donc, le premier exemple, donc là j'ai laissé en anglais parce que les instructions, moi je travaille dans pas mal de langues et j'ai tendance à toujours demander en anglais. Mais il faut savoir que les instructions, vous pouvez aussi les spécifier en français maintenant. Donc là, tout ce que j'ai écrit dans l'exemple qu'on va voir maintenant ensemble, ça fonctionne en français et en anglais. Donc là, grosso modo, on lui demande de générer une web app pour Streamlit qui va chercher les logs de la NASA pour le mois de mai 1995. Alors pourquoi c'est le mois de mai 1995? C'est tout simplement que voilà, c'est dans le domaine public, donc j'ai pris des données voilà, facilement accessibles. Et là-dessus, sur l'intégralité des logs de la NASA, on va tout regrouper et regarder un peu le nombre d'URL crawlés par jour. Alors, il faut spécifier où est le fichier CSV en lui disant son nom, et il faut ce qu'on appelle faire décrire les données. Ça veut dire le codex ne va pas s'amuser à aller analyser votre fichier CSV. Donc, il faut lui dire le fichier CSV que tu vas recevoir, vous allez voir, il a tel format avec telle colonne et telle colonne.
Et après, vous allez voir, il est capable de vous générer un code source fonctionnel. Donc là, on passe sur la pratique. Donc sur OpenAI, vous avez ce qu'on appelle un playground. Donc le playground, c'est là où on met les instructions et on va le faire juste ensemble, juste après ensemble. Vous avez un bouton, vous cliquez sur générer le code et il va vous générer le code de la façon suivante. Vous voyez, donc ici, je lui demande de créer un script Python. Vous allez voir, ça a beaucoup changé. Donc là, dans la démo, ça va être encore plus rapide. Je lui dis, importe-moi le fichier CSV qui se situe à cette adresse. Le fichier CSV contient un header et avec les colonnes, donc URL, la date, le statut, la taille de la réponse, etc. Et il faut quand même, ce que j'aborde souvent dans la formation, c'est que des fois, il y a des spécificités. Il faut lui dire que la date est au format UTC, parce qu'il y a beaucoup de façons d'interpréter les dates en Python, et après, on lui demande un bar graph avec le nombre d'URL par jour. Donc là, vous voyez le code généré, mais moi, ce que je vous propose, c'est une démo. Ça, c'est génial, c'est que ça permet Livestorm de faire des démos très facilement. Donc là, j'ai partagé mon écran. Vous voyez ici, j'ai mis les instructions. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'il y a eu beaucoup de modifications. OpenAI fait évoluer ses outils tous les mois. Maintenant, on est capable directement de lui dire ici, ce qu'on veut, c'est du Python. Et avant, on devait lui dire, là, il sait que c'est du Python. Avant, on devait lui dire, il faut que tu me crées un script Python, il faut que tu utilises le module Panda. Maintenant, c'est fini tout ça. Tu sais qu'en Python, il sait qu'il doit automatiquement utiliser Panda. Ici, on est sur code DaVinci 002. Donc, avant, ils n'arrêtent pas de faire évoluer les modèles qui sont de plus en plus performants. La température, c'est la créativité. Sur la génération de code, il n'y en a pas besoin. Et ce qui va être important, c'est sur la taille de la réponse, parce qu'on peut générer beaucoup de code. Ça peut arriver des fois de générer des codes qui font plus de 400 lignes. Donc ici, vous appuyez sur Submit. Donc chaque démo, je suis obligé de lever les mains pour montrer que c'est pas moi qui écris. Mais de toute façon, je ne suis pas capable d'écrire aussi vite. Et donc, vous voyez, là, il a été cherché et normalement, il a généré le code. Et une fois que vous avez ce code, vous allez le prendre. Hop, je vais me reconnecter sur un Google Colab. Donc là, c'était une démo juste avant. On copie-colle le code. Donc là, on va attendre qu'il se connecte. Ça devrait prendre quelques secondes. Et vous voyez, il va afficher le code suivant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, alors attention, là, on n'est pas encore sur l'approche full automatique. Là, il faut quand même copier le code en Python et il faut faire générer. Donc je ne l'ai pas relu, mais ça m'a l'air correct. Donc là, on voit, il est sur cette ligne-là. Là, il est en train d'aller chercher les données. On va le laisser terminer. Et vous voyez ici, en attendant qu'il termine, dans les instructions, on aurait pu rajouter une ligne, 3 points, les dimensions de mon graphe. Donc on aurait mis dimension R. Hop, on aurait mis 200 pixels sur 100 et puis il aurait compris qu'il doit adapter le code. Voilà. Donc, un graphe 6 fois 200 sur 100. On est capable de lui dire affiche-moi une légende, retire-moi une légende, mets-moi telle couleur, etc., etc. Donc là, on est. Juste regarder s'il a bien pris en compte la modif. Voilà, vous voyez ici, automatiquement, il a rajouté la ligne qui manquait. Et ici, vous voyez le graphe qui a été généré. Donc maintenant, on va pouvoir repartir sur les slides et on va surtout regarder la méthode qui vous intéressera beaucoup plus. C'est la méthode full automatique. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait ensemble. Je voulais vraiment faire la démo en live, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Alors, avec Streamlit, ça va être très différent. C'est que là, maintenant, c'est Streamlit qui va être connecté à GPT-3 Codex. Donc, le code, je vais vous le montrer parce qu'on me demande souvent, mais avec Charlie, Charlie a même fait une version pour Streamlit qu'il a complètement open sourcé. Il y a à peine 200 lignes et grosso modo, Streamlit, on va avoir un composant pour importer ces données, un composant pour mettre ses instructions et un composant pour voir le résultat. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait.
En gros, en un clic, on va pouvoir importer ces données. Il va falloir décrire ces données et après, on va pouvoir spécifier ces instructions. Donc là, voilà ce qui existe. Donc ça, on l'a appelé Codex for Ratio. Là, vous voyez ici, drag and drop file. Donc ça, c'est une ligne de code avec Streamlit. Donc on déplace en fichier CSV. Ici, j'ai repris les données du Titanic. Donc grosso modo, on doit lui décrire le format des données du Titanic. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de données très connu, notamment utilisé sur Kaggle, qui est une plateforme pour les data scientists. Et on nous a mis à disposition le jeu de données suivant. Donc on sait qui a survécu, on sait quelle classe il appartenait, on connaît son genre, son âge, est-ce qu'il avait des frères et sœurs sur le bateau, à quelle classe il appartenait, etc., le prix de son ticket de la cabine et sur quel port il embarquait. Et une fois qu'on a ça, donc on lui a décrit les données, on va lui spécifier nos questions. Par exemple, ici, affiche-moi le nombre de passagers qui ont survécu en fonction de la classe. Affiche-moi l'âge médian des passagers. Il y a la seule limite, encore une fois, sur les questions, ça sera votre imagination. Et une fois que vous avez fait ça, vous voyez, il affiche directement les résultats. Alors, on aurait pu faire quelque chose de plus propre, etc. Là, on est sur de l'affichage, mais vous voyez, par exemple, on voit il y a 136 passagers de la classe 1 qui ont survécu, 87 de la classe 2, 119 de la classe 3, etc., etc. Et l'âge médian, il était de 28 ans. Puis après, j'avais même mis une dernière question. Il n'y a aucune limite, hein. Vous pouvez poser autant de questions que vous souhaitez. Alors, quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est afficher quand même le code source qui a été généré pour vous afficher ces résultats-là. Mais ça, c'est parce que moi, je tiens à une transparence totale et ça permet aussi des fois à des développeurs de vraiment valider les résultats. Avant de parler du futur, maintenant, on va basculer sur la grosse démo. Donc, je vais repartager mon écran. Hop. Est-ce que c'est... Voilà. Donc là, vous voyez, donc j'ai fait une version spéciale pour SMX. Là, j'ai déjà uploadé mes démos, mes datas de la Search Console. Et c'est classique, hein, j'ai été dans la Search Console, j'ai fait exporter. Et globalement, je lui décris mes données. C'est-à-dire, je lui dis, ma première colonne, c'est les queries. Après, tu as le nombre de clics, le nombre d'impressions, le CTR moyen, la position. Et là-dessus, moi, ce que j'aimerais bien faire très rapidement, c'est grouper toutes mes requêtes en sommant les clics et les impressions et regarder le top 10. Donc là, on laisse forcément la requête est envoyée à GPT-3. GPT-3 renvoie le code à Streamlit et Streamlit exécute le code. Donc là, c'est pour mon site de test qui s'appelle Transfer Learning. Il me dit, donc là, c'était sur le mois, je pense, qui me rapporte du trafic, c'est Cascade.net, après c'est Neural Network from scratch, etc., etc. Mais vous voyez, ça marche parfaitement. Et ce qui est assez amusant, c'est voilà, le code qui est généré. Donc ça permet vraiment de rendre complètement accessible l'exploration de données. Après, de la même façon, on va regarder quelque chose tout aussi sophistiqué, les requêtes SQL. Souvent, moi j'ai pu gérer des data analysts, donc là on est sur une requête assez simple, mais quand vous jouez avec un BigQuery avec plusieurs centaines de colonnes, souvent c'est pas très facile d'écrire la requête, et quand vous commencez à ajouter plusieurs tables avec des jointures, donc ça c'est quelque chose que GPT-3 Codex sait faire aussi. C'est-à-dire là, on lui dit, voilà, tu as une table trafic, on veut regarder le nombre d'événements, on aurait pu spécifier le pays, mais voilà, avec plus de 10 pages vues, hop, on lui demande de générer la requête, on attend quelques secondes, et vous voyez ici, pour ceux qui parlent le SQL, la requête fonctionnait directement. Et on aurait même pu aller encore plus loin et la jouer directement sur BigQuery ou un MySQL et afficher les résultats. Et là-dessus, il n'y a aucune limite.
quelque chose que j'adore discuter, c'est l'automation. Il faut savoir que l'automation, vous voyez ici, on est capable de prendre du texte généré et de l'envoyer automatiquement sur un WordPress. Donc là, c'est pareil. Alors forcément, j'ai pas mis mon endpoint, mais il va falloir mettre l'adresse de votre WordPress qui gère l'API, le nom d'utilisateur. Donc tout ça, pareil, j'ai créé une formation qui explique. On lui dit, on donne un fichier CSV à chaque fois. La première colonne, c'est le titre et la deuxième colonne, c'est le contenu généré. Et ce qu'on lui dit, bah, tu vas prendre chacun de tes contenus et l'envoyer sur le WordPress. On appuie sur générer le code. Et là, c'est pareil, ça fait gagner un temps extraordinaire parce que envoyer du contenu sur un WordPress ou connecter, avoir un connecteur sur WordPress, ça a été fait maintes et maintes fois sur GitHub. Donc là, le code source est récupéré. Puis vous voyez, là, pour ceux qui parlent, il prend le code qui est dans un fichier, il prend le contenu qui est dans un fichier CSV, il fait une boucle et il utilise une fonction qui envoie directement sur WordPress. Où c'est hyper aussi intéressant, c'est concernant les alertes. Alors là, par exemple, on est capable de créer des alertes sur un fichier CSV. Alors, par rapport à tout ce qui se passe sur le climat, là, je récupère les toutes dernières températures. Et grosso modo, l'alerte, c'est, on pourrait lui dire, bah, si la température elle est supérieure à 40 degrés ou inférieure à moins 40, on est d'accord? Si on est supérieur à 40 ou inférieur à moins 40, c'est qu'il y a un problème. Et ben, tu m'envoies automatiquement un email. Donc, vous voyez, hop, toujours le même principe. En fait, à la limite, le plus difficile, c'est d'écrire le prompt. Une fois que vous avez un prompt bien écrit, alors là, c'est parce que on passe par un outil qui s'appelle Sendinblue et il avait besoin d'avoir le titre de l'email, il avait besoin de savoir qui envoie, il avait besoin d'avoir le nom de la campagne de l'email, il avait besoin d'avoir la template HTML. Donc à chaque fois, on itère pour trouver le bon prompt. Mais en tout cas, là, si vous prenez ce code ici, grosso modo, là, il lit chez CSV, il prend la dernière ligne, et si la dernière ligne elle est supérieure à 40 degrés ou inférieure à moins 40, hop, il envoie un email. Et etc., etc. Et je regarde le temps, on est bien. Idem par Slack. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent Slack. On est tout à fait capable d'avoir un fichier CSV à un endroit ou le connecter directement à la Search Console et lui dire tu surveilles les erreurs 300, 400, 500. Et quand, par exemple, là, on lui dit c'est supérieur à 10, on aurait pu dire quand c'est supérieur à 100, on aurait pu lui faire surveiller d'autres types d'erreurs. On lui dit tout de suite sur Slack, tu m'envoies un message, trop d'erreurs 400. Et encore une fois, donc là, c'est pas mon vrai webbook. Il faudra juste le remplacer par le vote. Et encore une fois, vous voyez, le code est généré. Donc, pas très compliqué pour Slack. On est plus dans la configuration. Mais ça, c'est pareil, ça se trouve très facile. Donc maintenant, je vais repasser sur ma présentation. Hop. Et le futur. Donc là, maintenant, vous avez un aperçu de tout ce qu'on peut faire. On est capable d'avoir des interfaces, on est capable de mettre des instructions et automatiquement, la machine va aller chercher des informations et vous faire gagner beaucoup de temps. Et moi, le futur, ce que je vois sur le codex, c'est qu'on l'a fait ensemble, on a construit un petit graphe avec des instructions, mais c'est capable d'aller beaucoup plus loin. Ça veut dire GPT-3 Codex est capable de résoudre des bugs. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on est sur des bugs assez simples, qui vont rester dans le domaine de la fonction, mais dans le futur, on pourra donner de plus en plus de code source à ces générateurs de code et ils seront de plus en plus performants. On a vu des initiatives avec Copilot, avec GitHub, etc. Mais moi, je pense qu'on est juste au début. Et bientôt, l'IA, non seulement elle va résoudre des bugs, mais comme vous êtes en train de lire, elle sera capable aussi de documenter du code source. Il faut savoir que ça, c'est un travail très fastidieux. Et souvent, au début d'une startup, on a tendance à aller trop vite et pas assez documenté. Il faut savoir qu'un code source, si vous ne le documentez pas, votre propre code source, au bout de 6 mois, c'est comme si ça a été écrit par quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que là, je vois exploser des startups qui se lancent dans ce domaine de la documentation du code source. Je pense qu'il y a
il y a véritablement un vrai marché à les conquérir. Et après, bon, là, vous avez eu des démos, mais avec GPT-3 Codex, on est tout à fait capable de créer des systèmes d'alerte avec des instructions. Donc, en allant se brancher sur du MySQL, du BigQuery, de la Search Console, l'API Google Analytics V4. Encore une fois, il a appris, il sait générer ce type de code. Et la seule limite, c'est votre imagination sur le type d'alerte que vous pouvez mettre en place. Le dernier slide, c'est surtout pour OnCrawl. Moi, en tant que directeur produit, ce que je voyais surtout comme use case, c'était construire des rapports SEO avec des instructions. Il faut savoir, OnCrawl, il y a plus de 200 graphes qui sont très très bien répertoriés, mais je pense que l'utilisateur gagnerait encore beaucoup plus de temps s'il disait, bah, là, moi, je veux voir toutes mes erreurs, tous mes points d'amélioration SEO, tiens, par rapport aux performances, par rapport au Core Web Vitals. Et là, il aurait directement les bons graphes qui seraient générés pour son propre site et savoir exactement ce qu'il doit corriger et ce qu'il doit surveiller. Après, GPT-3 Codex est aussi capable de trouver des idées avec des instructions. C'est-à-dire, on est capable de lui donner des features existantes et dire qu'est-ce que je pourrais rajouter comme feature. Donc là, vous voyez, il peut presque prendre mon rôle de directeur produit. Et enfin, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est créer des POC avec des instructions. Encore une fois, au début, quand vous construisez le squelette de votre application, c'est relativement long. Et là, le fait d'avoir une IA qui automatiquement va aller chercher Streamlit, va vous générer les bonnes instructions, et vous allez voir les premiers résultats, vous êtes là, la valeur ajoutée du data scientist ou du développeur, ça va vraiment être de se concentrer sur le point qui avait été mentionné par Greg Brockman, le CTO de OpenAI, sur la valeur ajoutée. C'est passer beaucoup de temps sur l'algorithmie et sur comment je vais faire en sorte de résoudre très facilement mon problème. Donc, voilà pour le futur. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, je peux répondre à toutes vos questions, même avec le Covid. Eh bien, merci à toi, Vincent, pour cette conférence. Je pense que vous l'aurez compris, hein, jusque-là, on entend tous beaucoup parler de GPT-3, notamment pour aider les rédacteurs à rédiger des contenus, à obtenir des idées, rédiger plus vite. Mais là, c'est vraiment l'étape d'après, c'est comment un SEO peut aller forer la data, notamment grâce à GPT-3, à Streamlit. Et c'est forcément un énorme enjeu, puisque la data, en général, on en a partout. Le sujet après, c'est comment pouvoir l'exploiter de manière intéressante. Donc, merci beaucoup à toi, Vincent. Alors, en termes de questions, donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite. On a une question avec 25 votes, donc ça a l'air d'être la question, je dirais, de cette conférence. C'est pour toi, quels sont des templates de dashboard SEO pour Data Studio que tu recommanderais? Enfin, globalement, côté Data Studio, donc l'outil de Google, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est très utilisé aujourd'hui, ce serait quoi les templates que toi, tu pourrais recommander? Il y en a pas mal, mais je donnerai un pointeur directement parce que il faut que je retrouve. Ça avait été partagé par Twitter récemment et il faut que là je l'ai pas en tête le template que je recommanderais. Ok. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Data Studio, hein, Data Studio, c'est un outil de visualisation de la data, hein, un peu comme un concurrent de Tableau en l'occurrence. Mais comme d'habitude, Google fait souvent des outils gratuits, donc là il est gratuit, et qui permet de vous connecter directement, par exemple, aux données Google Analytics, Search Console, mais aussi à BigQuery. Et donc il y a une grande tendance d'ailleurs autour du SEO qui est de monter ce qu'on appelle des data lakes SEO pour vraiment construire des dashboards SEO, je dirais, très custom par rapport à vos data. Donc ça fait partie des gros sujets. Et tout ce que tu as montré d'ailleurs, Vincent, ça va dans ce sens de le SEO et en marketing, il y a beaucoup de data. Comment on fait pour l'interroger, cette data?
Exactement. Et là, je viens de retrouver, donc c'est quelqu'un qui travaillait avant pour OnCrawl qui s'appelle Alice Roussel qui avait publié Hmm. des des très bonnes templates pour Data Studio. Et son site, c'est merci-larry.com. Merci Thierry Larry. Ouais. Ok. Page. Super. Ensuite, on a une question de Philippe Laine. Pour réaliser un dashboard SEO dans Data Studio, il semble nécessaire de passer par Google Sheets si on veut agréger des données avant de les afficher. Et quel connecteur pour alimenter Google Sheets à partir de Google Analytics? Alors, attends, je vais afficher la question si jamais tu veux la relire. Non, c'est une très bonne question. Faut savoir qu'il existe sur Google Sheet, il existe pas mal de plugins qui permettent d'aller chercher les données. Moi, j'en utilise un qui permet d'aller chercher les données de la Search Console. Alors, moi, il faut dire que j'utilise beaucoup d'ATQ. Donc, j'ai tendance à avoir un système en Python qui va me chercher les données Google Analytics et qui les pousse dans Google Sheet. Mais je suis sûr qu'il y a des plugins tout faits pour vous connecter sur ce type de données. Sachant que de base, de mémoire, Data Studio se connecte en direct avec Google Oui, Analytics. exactement. Non, mais là, la question, elle est très bonne parce que en gros, c'est pour Les agrégés. travailler les données en amont. Ouais. Ouais. Et sinon, une autre manière de faire, c'est de déverser dans BigQuery éventuellement, mais qui est peut-être plus Exactement. technique que Exactement. Google Sheet. Ok. Alors ensuite, en question, Alexandre, comment fait-on pour accéder à GPT-3 et quels sont les tarifs? Allez, revenons aux bases. Alors maintenant, il n'y a plus de bêta sur GPT-3, il est accessible à tout le monde. Faut savoir que là, ce que j'ai présenté, c'est GPT-3 Codex et lui est encore en bêta. Donc, il faudra patienter encore quelques mois. Mais ce qui se passe, c'est que là, à travers Codex for SEO, c'est une app qui a été validée par OpenAI et donc vous avez un accès total à GPT-3 Codex. Top. Alors ensuite, on a une question de Jessie. Est-ce qu'il faut fournir sa clé d'API OpenAI? Alors, je ne sais pas c'est exactement à quel moment de la conférence. À Streamlit, peut-être? Ouais, moi je pense que la question c'est pour Streamlit et d'ailleurs je voulais partager le code. Attends, je vais en profiter. Mais pas ta clé. Mais justement, mais ça répond aussi au système de la clé. Je partage le code. Vous allez voir, il y a rien d'extraordinaire. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec Charlie. Donc vous voyez, la clé, dans Streamlit, il y a st.secret. Et en gros, dans l'app Streamlit, on est capable de passer des variables globales et il a la clé. Et après, on exécute. Donc là, c'est la gestion de la session. Ça, c'est pour envoyer la requête. Là, voilà, c'est pour afficher les résultats. Donc, et ici, voilà, c'est juste un petit formulaire pour uploader ces données. C'est juste ça, st.fileuploader pour gérer l'upload avec Streamlit. Donc, c'est relativement simple. Et après, c'est fini, quoi. On affiche un petit GIF en attendant que la petite souris là, qui tournait. Là, c'est les données par défaut et format.input pour afficher les résultats. Donc, en gros, ce que je vous ai montré, c'est 200 lignes de code. Et on peut lui demander les instructions qu'on veut. Super. Ensuite, on a une autre question, toujours de Jessie. Décidément, Jessie, tu es curieux aujourd'hui, mais c'est bien, il faut des questions. Tu nous as montré le Codex for SEO et ça donnait envie. Je t'avouerais, même moi, j'ai cherché sur Google, du coup, en parallèle, et j'ai pas réussi à trouver. Mais il doit y avoir une petite raison. Comment on y accède? Non, c'est parce que c'est disponible à travers ma formation qui s'appelle Data Marketing Lab pour l'instant. Mais encore une fois, il existe une alternative avec Streamlit. D'ailleurs, ils l'ont appelé Streamlex, qui permet de faire exactement la même chose, mais pas sur des données SEO, sur tout type de données. Ok. Donc, si on veut accéder au Codex for SEO, on va sur Data Marketing Labs, c'est ça? C'est ça, ouais. Super. Eh bien, c'est bien, on a plein de questions de Jessie. On continue. Pour faire une interface front design, tu utilises quelle librairie? Twitter, Bootstrap, il y a quoi de mieux?
Non, justement. Alors, Hmm. à l'origine, quand j'étais sous R, j'utilisais Shiny et Shiny avait la grande intelligence d'auto-générer en fait le JavaScript, l'HTML et le CSS en quelques lignes de code. Maintenant, avec Streamlit, c'est exactement la même chose. Ça veut dire, oui, pour les fins connaisseurs, vous allez pouvoir faire du tuning sur le CSS, mais il génère tout à votre place en fait. Donc, il y a même plus besoin de se casser la tête sur quelle librairie utiliser. C'est Streamlit qui va le gérer à votre place. Super. Donc, gros avantage pour déployer des interfaces très facilement. Après, on a une question de William. Quelle est l'adresse du repo Git? Bah, pour l'instant, elle n'est pas intéressante l'adresse parce que le dépôt est encore privé. Mais dès que ça sera open sourcé, on vous le communiquera. Super. Et là, on a une question. Streamlit, justement, ça remplace quel outil dans tes formations? Oui, c'est vrai que je l'ai évoqué. À l'origine, j'utilisais un outil qui s'appelait Gradio et il y avait un énorme avantage, c'est de fonctionner dans un Google Colab. Donc, Streamlit vient complètement remplacer cet outil maintenant. Et c'est vrai que j'ai vraiment switché de technologie. Super. La question piège. Et sinon, tu as un code promo pour les formations? Oui, il y en a un qui est disponible. Et même à travers OnCrawl, vous pouvez le retrouver facilement. Super, super. Bah écoute, un grand merci à toi, Vincent, pour ta conférence, pour tout ce partage sur, je dirais là, ces nouvelles tendances et ces nouvelles manières de faire. C'est vrai que d'ailleurs, moi je tiens à dire un truc, c'est qu'avant, bon, bah, le SEO, on avait, il y a 10 ans, je dirais, notre cercle de compétences. Plus le temps passe, plus ça demande de compétences différentes. Et je trouve que typiquement, ce genre de conf montre bien notamment certains enjeux qui sont très tech au final, mais qui sont tout aussi importants quand on est un SEO. Donc, un grand merci à toi pour cette conf. Merci aussi. Voilà. Et de le rendre de plus en plus accessible, ça c'était vraiment mon objectif. Super. Et puis, bah, du coup, on espère que cette conférence vous sera utile. Donc là, on fait une pause de 10 minutes et on se retrouve donc à 15h30 pour une conférence où Marie et Jérémy de l'équipe CMJ partageront avec vous les erreurs à éviter en SEO, notamment toutes les erreurs qu'on est habitué de voir parfois avec des clients. Donc, ce sera normalement très riche d'enseignements pour vous améliorer sur votre stratégie et votre manière de faire, que ce soit en SEO ou en stratégie de contenu. Voilà, merci à tous et puis à tout de suite à 15h30. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée.